Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, nous revenons essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais dans toute la République démocratique du Congo aussi, marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue d'endeuiller les populations congolaises et toute la République démocratique du Congo. Ce soir, nous voulons faire un focus sur les raisons de cette guerre. Parce que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous disons que le Rwanda fait cette guerre parce que le Rwanda vit du pillage systématique des ressources minières de notre pays. Nous aurons l'occasion au cours de cet échange avec mon collègue le ministre de Mines de revenir sur les détails et de faire la démonstration par A plus B que tous ces compatriotes qui décèdent, toute cette aventure qui conduit l'armée rwandaise à exécuter des enfants, vous avez suivi ce qui a été dit aujourd'hui notamment sur ce qui s'est passé à Bukavu, c'est fait à dessein parce que sans cette guerre, le Rwanda ne pourra pas survivre, en tout cas pas dans sa forme actuelle. C'est donc dans ces cadres-là que nous avons voulu associer dans le cadre du front économique, parce que comme nous vous le disons, cette guerre, nous la menons sur plusieurs fronts. Nous avons évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique. On a rajouté front spirituel, d'autres parlent de front scientifique. Nous irons sur tous les fronts pour ce qui concerne notre pays et pour que nous puissions nous assurer que la combinaison des efforts qui sont faits sur ces différents fronts nous permettent de retrouver la paix et la sérénité dans chaque coin de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fera l'objet du briefing de ce soir et nous aurons évidemment l'occasion de revenir notamment sur les bilans, le dernier bilan de la situation de ce qui avait prévalu à Goma le 27 janvier dernier à l'arrivée des forces d'occupation. Monsieur le ministre de Mines, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous avons évidemment le privilège de vous avoir ici dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour la première fois à Kinshasa. C'est parce que nous voulons démontrer à notre opinion qui nous suit de partout en République démocratique du Congo que si on nous fait cette guerre, c'est parce qu'on veut voler nos minerais, que si on nous fait cette guerre, c'est parce que le Rwanda, depuis 30 ans, a construit son économie sur le dos de la RDC et sur le vol de ce qui doit contribuer à la construction de routes, à la construction des écoles et des hôpitaux pour nos enfants. Vous êtes le ministre de Mines, vous connaissez donc plus ou moins tous les éléments qui concourent à cela. On parle de guerre économique, on parle de minerais de sang, nous avons une action en justice contre Apple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension et surtout que nous vous avons vu prendre des mesures qui concernent notamment des zones minières qui ont été récemment occupées par les forces d'agression. Voilà. Merci pour cette sollicitation. Donc, ce que je voudrais d'abord rappeler ici à l'ensemble de nos compatriotes, c'est que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis au centre de ses préoccupations le fait que les minerais de la RDC doivent profiter aux Congolais en premier lieu et également au développement socio-économique de nos populations. Les richesses générées par les minerais sont celles qui doivent servir à construire le développement de la République démocratique du Congo. Et donc c'est là le point de départ de notre action gouvernementale au niveau des mines, cette action gouvernementale conduite par son Excellence Madame la Première ministre. Alors, je dis souvent que les minerais de la RDC sont en fait une richesse sous nos pieds, mais malheureusement un désastre sous nos yeux. Et aujourd'hui, on le vit dans notre chair. Nos populations sont meurtries, nos femmes sont violées, des enfants sont abattus, les populations sont déplacées et vivent dans des conditions désastreuses. Tout ça suite à l'agression du M23 soutenu par les forces rwandaises sur notre terrain.
Avant d'aborder l'ensemble des questions que vous avez évoquées, et c'est tout à fait normal de dire que le régime au niveau du Rwanda se sent menacé par les actions qui ont déjà été prises jusqu'à ce jour. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? On peut classer différents points et différentes actions qui ont été menées au niveau du gouvernement et au niveau du ministère des Mines. D'abord, au niveau du gouvernement, simplement rappeler à nos populations que le franc congolais est stable depuis plus de 6 mois. L'autre chose à rappeler, c'est le pouvoir d'achat pour les biens de première nécessité est maintenu. Mais également, on voit déjà maintenant, avec les excédents que le gouvernement a réalisés, les routes se mettent à être construites, que ce soit dans la ville de Kinshasa, mais également à l'intérieur du pays. Alors sur le plan minier, nous avons également abattu un travail important. Et ce travail consiste à crédibiliser les minerais de la République démocratique du Congo auprès des acheteurs finaux. Pour ça, il y a tout ce qui est mis en place au sein de la traçabilité, donc pour assurer que nos minerais sont certifiés au niveau de leur origine et que ce ne soient pas des minerais issus du sang, issus de conflits armés et où les droits humains sont respectés. Nous avons entrepris des démarches avec les États-Unis d'Amérique. Avec les États-Unis d'Amérique et l'ensemble des partenaires dans le Mineral Strategic Partnership, où nous avons mis en place, dans le cadre d'une feuille de route, l'ensemble de nos préoccupations, de sorte à pouvoir les adresser et faire en sorte que nos minerais puissent être acceptés au niveau des États-Unis, par exemple dans ce cadre du MSP, donc le Mineral Strategic Partnership. Au niveau de l'Union européenne, il y a 2 ans, la République démocratique du Congo avait signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques auprès de l'Union européenne. Et en décembre dernier, la République démocratique du Congo a présenté, et ça a été validé au sein de l'Union européenne, sa feuille de route pour assurer l'approvisionnement de ces minerais à ces marchés occidentaux. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est simplement pour que nous puissions montrer l'importance de pouvoir acheter directement ces minerais auprès de la République démocratique du Congo, plutôt que d'aller au travers d'un proxy, et ce proxy ici, en l'occurrence, est le Rwanda. Donc, nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour assurer ce qu'on appelle une diligence raisonnable, pour nous assurer que les minerais que nous exportons soient des minerais qui ne soient pas issus de conflits et qui respectent les droits humains et une exploitation responsable et durable. Autre chose que nous avons entreprise, c'est au niveau je dirais, de la ceinture aurifère au niveau de l'Est de notre pays, c'est que nous avons déployé 100% congolais l'entreprise DRC Gold Trading, l'ancienne Primera Gold en fait, qui aujourd'hui appartient à 100% à la République démocratique du Congo et qui a effectué son déploiement depuis Bukavu, Kalemi, Buta, pour nous assurer que nous captons cet or et que cet or ne soit plus exporté de manière illégale vers les pays voisins et notamment le Rwanda. Donc, une fois que l'on a dit tout ça, ces mesures qui sont en train d'être prises ci et là sont des mesures qui, pour nous, en tant que République démocratique du Congo, nous assurent de pouvoir profiter de ces richesses pour le développement de notre pays. Mais en face de nous, nous avons une économie qui dépend en grande partie de ce pillage et en grande partie de ce vol des ressources. Les mesures qui sont en train d'être mises, et vous imaginez bien, Monsieur le ministre, que si les acheteurs finaux se détournent
du receleur qui est le Rwanda, ils n'ont plus aucune raison d'être. Et en fait, les revenus qui sont utilisés et qui peuvent être générés pour l'économie rwandaise n'arrivent plus dans ce pays. Et à ce moment-là, la République démocratique du Congo devient une menace pour ce pays voisin. Et ici, il est important de se poser la question, pourquoi cela se passe aujourd'hui, maintenant? Et avec les éléments que je viens de vous étayer, vous voyez que la République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui, aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettre à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu, avec certains enfants qui ont été tués. Je voudrais clarifier un peu ce système par rapport au circuit, en fait, au circuit d'approvisionnement. Pour que ça soit bien illustré, je voudrais montrer quelques éléments ici. Par exemple, sur le coltan de Rubaya. Vous allez voir sur le coltan de Rubaya tout le schéma illicite d'exportation qui passe donc depuis Rubaya et qui repart. Avant, ça partait sur Bunagana, mais aujourd'hui, cela passe également par Kibumba. Donc, vous voyez que là, ce sont des circuits d'exportation illicites vers le Rwanda pour le coltan. Et c'est des circuits que vous avez commencé à démanteler avec les différents services? Tout à fait. Au moins les mesures qui ont été prises. Tout à fait. Mais ces circuits ont également été pointés et indexés par les experts des Nations Unies dans les différents rapports qu'ils ont remis, que ce soit en juin l'année passée, mais également récemment, donc la sortie de ces rapports des experts des Nations Unies. Ouais, donc tout ça est 150 tonnes de coltan étaient... Voilà. Donc là, nous avons l'illustration de ce chemin d'évacuation des minerais. Mais il y a un autre exemple sur l'or, par exemple. Vous allez voir que la République démocratique du Congo, sur toute sa partie est, est dotée d'importants gisements d'or. Et tous ces gisements d'or, en fait, toute l'exploitation artisanale n'est pas comptabilisée en République démocratique du Congo. Et pourquoi elle n'est pas comptabilisée? Simplement, les tableaux à l'écran illustrent bien toutes les zones aurifères dans toute la partie, donc c'est tout le cordon est de notre pays. Tout à fait. Et ce sont ces grandes quantités d'or qui sont justement évacuées vers le Rwanda en partie. Et vous voyez là l'importance que nous avons eue de déployer la société DRC Gold Trading qui a commencé à capter cet or. Et cet or qui, aujourd'hui, avec les efforts qui ont été faits jusqu'à ce jour, s'il est capté par la République démocratique du Congo, c'est cet or qui ne part pas dans les pays voisins. Alors, pourquoi je voudrais montrer quand même l'importance de cela dans l'économie du pays voisin. Si vous voyez l'ensemble des exportations du Rwanda en minerais, vous allez voir différents minerais qui sont exportés. Et les statistiques, ça c'est les statistiques pour les 3 derniers mois par exemple. Vous allez voir que ce soit pour la cassitérite, pour le coltan, wolframite et tout ça, nous nous situons dans des zones qui sont aux alentours de 10 millions de dollars à peu près chaque mois. Mais par contre, et le schéma illustre très bien, pour l'or, vous voyez que nous sommes dans des proportions bien plus grandes. Bien sûr. Et ces proportions vont, je dirais, jusqu'à des niveaux assez élevés, 80 millions de dollars par mois. Monsieur le ministre, avant que vous ne continuiez, il faut qu'on soit précis. Le Rwanda ne dispose pas des gisements d'or sur son sol. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, et voilà donc ces statistiques. Et même
Je pense qu'on peut montrer la projection des prochaines ou des futures exportations que le Rwanda souhaite faire. Nous passons depuis 2022 de pratiquement 500 millions de dollars jusqu'à 2026 à plus de 2 milliards de dollars d'exportation d'or, qui est en fait l'or pillé dans la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez que les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour au niveau du ministère des Mines font en sorte que cela impacte fortement, parce que dans la mesure où nous aurons mis en place tout notre système de traçabilité, et que nous aurons assuré la livraison aux pays, je dirais, qui ont besoin, donc les utilisateurs finaux, eh bien à ce moment-là, cette projection de 2 milliards d'or ne rentrera plus dans les comptes du Rwanda. Et c'est là... c'est la vraie raison de la guerre, parce que 2 milliards jusqu'en 2026, c'est plus de 50% du budget du Rwanda. Voilà, c'est ça. Et donc cela démontre que leur régime, aujourd'hui, face aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État et par le gouvernement de la République démocratique du Congo, fait en sorte que leur régime, aujourd'hui, se trouve dans une situation, je dirais, d'insécurité. Et pour combler cela, et pour s'assurer la pérennité de leur système, ben, pour eux maintenant, l'idéal est d'attaquer la République démocratique du Congo. Et vous voyez, le déploiement se fait sur ces zones de l'Est de la République du Congo, que ce soit pour l'or, mais également pour le coltan et les autres minerais qui se trouvent dans la région. Monsieur le ministre, on va revenir sur la question, parce que c'était l'un des points qui a été aussi abordé par les présidents de la République, qui disaient justement, dans le cadre de la stratégie générale, quelle était notre stratégie pour donner une réponse à tous ces processus de pillage. Dans un plan A, mais dans un plan B, il fallait nous assurer que nous nous réapproprions la production aurifère, que nous encadrons les artisanaux pour voir dans quelle mesure nous-mêmes nous allons profiter de cette manne minière. On peut réécouter le président de la République. Mais à Takutu, to Keina Nzela wana ya mine, to lingi pe kopesa yango valeur. Minere na biso to lingi lisusu ebimaka na moyibi te ekendeke kovwamisa bamboka bapaya. Yango bokoyoka to bosi boyoki société na biso moko ya Congo, kombo nango Primera Gold, eye pe kofongola baporte nango awa. Ndeko Congolais oyo ayebi ke atimolaka na mosala oyo ya or bauni ayeba te lelo tokomi na comptoir na biso moko ya bana mboka, kombo nango Primera Gold, mema koli na yo kuna. Tika nzela ya kozwaka or okendaka kolekisa yango banzela ya moyibi ekendaka kovwamisa bamboka bapaya. Sikoyo tokomi na oyo ya biso moko ya bana mboka oyo ekopesa biso sikoyo occasion ya kozwa ba moyen ya kotonga mboka, ya koluka kosala kokopesa ba occasion opportunité ya misala pona bana mboka. Voilà, ces meetings s'étaient nés donc à Buta il y a quelques mois. Monsieur le ministre, nous avons vu retourner, vous êtes retourné justement dans les bases Ouélé, à Buta spécifiquement. Vous avez ouvert ou lancé les activités de la DRC Gold Trading. Tout à fait. Donc, comme j'expliquais, DRC Gold Trading, l'ancien Primera Gold, 100% congolais, aujourd'hui organise tout son déploiement sur la ceinture aurifère de l'Est de la République, comme je le disais, Kalemi, également Buta, et c'est également là où l'on voit l'intervention du chef de l'État qui rappelle à nos populations l'intérêt et le besoin important que ces minerais puissent profiter aux Congolais plutôt que profiter à des États voisins
qui nous pillent nos ressources. Voilà, avant que nous puissions passer la parole aux journalistes pour des questions, donc récemment vous avez pris une mesure, un arrêté, identifiant certaines zones comme des zones rouges. Pourquoi avoir pris cet arrêté? Et zone rouge, pour ceux qui ne sont pas aussi outillés sur les questions minières, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Ici, en fait, lorsque nous avons pris le 12 février l'arrêté qui instituait les territoires de Massissi et Calais comme des territoires zones rouges, en fait, ce sont des territoires pour lesquels l'exploitation et la commercialisation des minerais est maintenant interdite. Pourquoi? Parce que cela rentre en fait dans un mécanisme qui institue ces zones rouges et qui permet à la République démocratique du Congo, dans le cadre des accords qui existent, que ce soit au niveau régional, mais également au niveau international, d'assurer et bien d'identifier que ces minerais sont des minerais issus de zones de conflit et que ce sont des minerais qui ne répondent pas à la diligence raisonnable. Et pourquoi nous avons fait ça? En fait, tout simplement parce que ces sites sont exploités illégalement par le M23 ainsi que le Rwanda. D'accord. Donc, et on verra évidemment par rapport au processus des certifications régionales qui existent. La CIRGL, il y a des questions de compatriotes qui disent mais pourquoi on n'arrive pas à labelliser comme c'était les diamants du sang? Pourquoi on n'arrive pas, pour tout ce qui est pillé par le Rwanda aujourd'hui, pourquoi on ne labellise pas un minerai du sang pour que finalement plus aucun pays ne puisse le racheter ou plus aucune compagnie ne puisse s'approvisionner dans des circuits où les femmes sont violées, les enfants sont tués et les travaux forcés sont faits faire par les enfants? Ben, c'est exactement la démarche et ce sont en fait les premiers pas qui nous amèneront vers tout cela. Et je développerai, par exemple, ici ce que nous pouvons faire et nous allons faire, c'est d'instituer après la suspension des exportations de ces produits au travers du Rwanda, par exemple, dans le cadre de la CIRGL. Donc cela nous donne les premiers pas et des prémices pour pouvoir aller faire le plaidoyer au niveau international pour nous assurer que cela ne sera plus commercialisé et que cela ne permettra pas et qu'en fait que ça démontrera que ce n'est pas une exploitation responsable et une exploitation durable. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Ministre pour vos mots introductifs. À présent, on va prendre les questions de journalistes. On va commencer la série par Monsieur Amédée Morab. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de la parole. Je vais poser deux questions au ministre des Mines. La première question, Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, un média britannique, The Guardian, a publié un article dans lequel il citait 3 sociétés qui étaient impliquées dans l'approvisionnement de minerais pillés, notamment à Rubaya. Il a cité Minterra, et Sanris, qui serait une société chinoise, et Trexis, qui est une société belge. Alors, je voudrais savoir si vous avez de plus en plus d'informations par rapport à ces 3 sociétés qui sont impliquées dans les pillages des ressources minières en RDC. Et puis, est-ce qu'on peut avoir la cartographie de toutes les entreprises qui sont impliquées dans l'approvisionnement de ces minerais volés en RDC? Ça, c'est la première question. La deuxième question... Monsieur le ministre, je sais que nous avons un fonds minier pour les générations futures et souvent, après des catastrophes, on crée des fonds sociaux pour intervenir, pour venir en aide aux populations qui sont meurtries. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un fonds pour la guerre? Je sais que nous avons un budget pour la défense, mais c'est un budget pour maintenir l'armée, la défense de manière générale. Est-ce qu'on ne peut pas créer un fonds pour faire la guerre? Parce que quand on suit les discours du président de la République après l'occupation de Goma, il dit nous devons augurer une nouvelle ère de paix.
Et pour qu'on ait cette ère de paix, il faut faire la guerre. Est-ce qu'on ne peut pas créer un fonds pour la guerre? Voilà, merci Monsieur le ministre. Voilà, Monsieur le ministre, allez-y. Voilà, merci Monsieur Amédée. Donc les sociétés que vous citez qui sont dans l'exploitation du coltan, et principalement le coltan de Roubaïa, en fait sont ces sociétés qui sont également ciblées. Lorsque je dis les acheteurs finaux, c'est eux, c'est elles que l'on vise. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons pris un arrêté pour instituer des zones rouges. Nous avons également, depuis ce jour, lancé des notes verbales aux différents partenaires internationaux que nous avons, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la MONUSCO, que ce soit l'Union africaine, et ainsi de suite. Nous avons donc lancé ces notes verbales. Pourquoi nous lançons cela? Ben justement, c'est pour pouvoir cibler à la fin les entreprises qui sont utilisatrices de ces minerais du sang issus des zones rouges. Nous avons également, nous sommes assurés que l'arrêté qui a été pris sur les zones rouges soit officiellement envoyé aux représentations diplomatiques d'un ensemble de pays. Que ce soit les pays, les 5 permanents au niveau du Conseil de sécurité, mais également Traxys, qui est une société belge, donc en Belgique, en France, aux Émirats arabes, en Chine. Donc voilà, nous avons lancé l'ensemble de ces mesures pour nous assurer que, au final, toutes ces représentations diplomatiques et ces pays et entreprises qui travaillent dans ces pays ne te disent pas qu'elles n'étaient pas au courant. Donc ça, ce sont les démarches qui sont menées là. Au niveau de la CIRGL, nous assurons, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous allons lancer au niveau de la CIRGL, donc pour les Grands Lacs, et tout ça conformément aux règles qui régissent la CIRGL, nous allons demander l'arrêt des émissions des certificats d'exportation pour ceux qui sortent de ces zones, mais également la suspension, puisqu'on a démontré que cela passe par le Rwanda, d'assurer l'arrêt et la suspension de ces exportations, jusqu'à aller même demander la saisie par les pays par lesquels cela transite. Donc, cela sont les mesures qui sont en train d'être prises pour nous assurer que l'ensemble des bénéficiaires, soit informés, mais deux, qu'ils ne participent pas au recel de nos produits. Parce que celui qui achète chez le voleur, je dirais, et lui-même aussi favorise l'ensemble des désastres qui se déroulent sur notre territoire dans l'est du pays principalement. Donc ça, c'est pour l'ensemble de ce qui se passe. Effectivement, nous avons la cartographie, nous avons les raffineries au Rwanda qui exportent jusqu'à 800 kilos d'or par jour vers les Émirats au travers de leur raffinerie Gasabo Gold. Donc, nous avons l'ensemble des éléments, nous avons les acheteurs également, et c'est vers eux que nous allons prendre les mesures pour tirer la sonnette d'alarme. Concernant l'effort sur les aspects sociaux, donc ça, je dirais que c'est plus coordonné au niveau du gouvernement. Nous avons au niveau du gouvernement le ministère des Droits humains, nous avons le ministère des Affaires sociales qui se mobilise aujourd'hui pour apporter des réponses aux familles qui sont endeuillées, mais également aux déplacés dans ces régions envahies par le Rwanda après tous les crimes et les atrocités qui ont été commises là-bas. Pour la deuxième question, je disais, on crée un fonds pour la guerre qui est financé par nos ressources minières. Est-ce que c'est possible de le faire? Bon, ça, ce sont des mesures. On a déjà actuellement pris des mesures au niveau gouvernemental pour justement commencer à avoir des ressources nécessaires pour faire front. Donc cela existe déjà.
le budget de l'État prévoit un budget pour l'armée. Et donc, dans une situation particulière aujourd'hui, la première réponse a été justement de pouvoir mobiliser des sommes importantes, que ce soit au niveau des activités minières, mais également au niveau d'autres entreprises de l'État, et entreprises au niveau de la République démocratique du Congo, pour pouvoir participer à cet effort de guerre. Mais de toute façon, nous voyons déjà qu'il y a des vagues de mobilisation, notamment on a vu dans les églises, certaines sociétés, ou même dans l'administration publique, des volontaires. Nous allons, dans les jours qui viennent, communiquer sur les comptes qui ont été désignés à propos au niveau du ministère des Finances. Ce qu'il faut comprendre ici, la guerre, évidemment, ça requiert des moyens financiers et de ce point de vue, le président de la République avait déjà donné des instructions précises, mais les moyens le plus importants dont nous avons besoin dans les circonstances actuelles pour faire cette guerre qui a de multiples facettes, c'est vous et c'est tous ceux qui nous suivent à la maison. D'abord, parce qu'il faut comprendre que les milliards qui sont volés par les Rwandais ici, c'est les milliards que si nous arrivons à les capter, nous permettront d'améliorer, par exemple, la desserte en électricité, la desserte en eau potable ou les routes. Et donc, si aujourd'hui, le Rwanda choisit en réalité de nous imposer cette guerre de cette manière avec autant de violence, c'est parce qu'ils savent que l'avenir de leur enfant est compromis par rapport aux mesures que nous avons prises. Et donc aujourd'hui, lorsque nous vous disons que cette guerre, ce n'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Ça veut dire que de l'argent que nous aurions dû capter pour nous est volé par les Rwandais. Et maintenant que nous prenons des mesures pour que cet argent ne puisse plus être volé, ils nous font la guerre. Même ceux qui sont leurs complices aujourd'hui, ils ne seront jamais en mesure, quel que soit le cas de figure, de payer la facture de la guerre qu'ils nous font. Parce qu'en réalité, les intentions sont permanentes de dire que cette partie de l'Est, que ce soit au niveau politique, au niveau militaire ou au niveau économique, doit rester dans leur giron pour poursuivre les sales habitudes qu'ils ont accumulées depuis 30 ans. Et le président de la République a dit non. Il a dit non de la manière la plus ferme. Non pas parce qu'il faut simplement dire non, mais parce que nous avons, nous, besoin de capter les ressources que sont les nôtres. Le président de la République était disposé, à son arrivée aux responsabilités, de faire une coopération claire avec tous les 9 pays voisins. Et ceux qui choisissent de piller, de tuer, ils nous choisissent même de faire la guerre. Nous leur devons une réponse populaire. C'est pourquoi tous les Congolais, partout où nous sommes, 26 territoires, 26 provinces, un pays, 145 territoires, un pays, 455 tribus, un pays, plus de 100 millions d'habitants, un pays. Ça veut dire que nous tous, dans nos différences, dans notre diversité, nous devons nous lever pour être les moyens humains qui vont nous permettre de faire la guerre et de la terminer une fois pour toutes. Et c'est pour ça que c'est important que vous, les professionnels des médias qui comprenez ces enjeux, à la lumière des données qui vous sont communiquées ce soir, que vous puissiez aussi faire votre part. On va prendre les questions de M. Prince Mahiro et on va demander à Mme Joséphine Mawete d'avancer. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la guerre économique que le Rwanda est en train de mener. Je voudrais savoir de manière claire, en termes de chiffres, après l'occupation par les Rwandais supplétifs du M23 de la ville de Goma et de Bukavu, la ville de Bukavu, qu'est-ce que nous perdons, la République, en termes de chiffres, de manière claire sur votre secteur, bien sûr. Voilà. Vous avez vu les chiffres qui ont été présentés sur l'or, par exemple. Il y avait des exportations d'1 milliard de dollars pour l'année écoulée. Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, les planifications font qu'ils partent à 2 milliards de dollars. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Mais ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également,
sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près 70 $. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par 70 $. Et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin. Donc, pour vous expliquer clairement, donc ce sont ces chiffres astronomiques qui sont pillés et ce sont ces sommes qui partent chez le voisin et qui empêchent la République démocratique du Congo de poursuivre son développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier. Alors, ce que nous avons fait, et comme je l'expliquais, c'est tous les aspects de mobilisation de cette communauté internationale et surtout la communauté des acheteurs. C'est de pouvoir mobiliser cette communauté pour dire non. Et nous avons donné et nous proposons des alternatives. Ces alternatives, nous les proposons au travers de l'approvisionnement en minerais critiques pour les États-Unis. C'est au travers de l'approvisionnement et du MOU qui a été créé, signé, la feuille de route qui a été présentée avec l'Union européenne. Et cela continue avec les autres pays, que ce soit le Japon, que ce soit l'Inde. Tous ces pays ont aujourd'hui besoin de ces minerais critiques pour assurer la transition énergétique, mais également pour tout ce qui est technologie de la défense et technologie par rapport à l'intelligence artificielle, par exemple, ou la technologie digitale dans les téléphones mobiles. De toute façon, il y a une étude globale au niveau du gouvernement de l'impact de cette guerre en termes de productivité de ces différentes provinces, de contribution au niveau du budget national. Et donc, les moments venus, dès que le travail sera consolidé par les ministères sectoriels, nous aurons l'occasion d'en parler. On va prendre les questions de Madame Joséphine Mawete. Merci, Monsieur le Ministre. Ma première préoccupation est axée sur les minerais de sang. Votre arrêté la semaine dernière a carrément mis un accent sur certains minerais dans les secteurs qui ne devraient plus être exploités, notamment les secteurs occupés. Mais la question reste celle de savoir comment reconnaître les minerais qui sortent de ces zones. Est-ce qu'il y a un système de traçabilité où on s'imagine seulement que ces minerais sortiraient de certaines zones? Mais aussi en cas de non-respect de votre arrêté. Y a-t-il des mesures qui pourraient être carrément mises en place pour certaines entreprises qui n'auraient pas respecté ce que vous avez signé? Voilà, c'est assez simple en fait. Les minerais, de manière générale, possèdent une identité. C'est un peu comme nous, humains, nous avons un ADN qui est particulier à la source où ces minerais ont été créés. Et dans le cadre de la CIRGL, par exemple, il existe, et on peut demander à tout moment, de pouvoir s'assurer et de vérifier, de faire des audits et des enquêtes pour s'assurer et comparer l'empreinte de ces minerais qui sont exportés par un des membres de la CIRGL pour nous assurer que ces minerais viennent bien de ce pays, en tout cas dans le cas d'espèces. Ça, c'est un premier point. Nous allons continuer à suivre cela également avec, dans un avenir encore assez proche, aller jusqu'à la déclaration de zones interdites pour toutes les activités minières. Et cela, nous allons passer par la soumission d'un décret à la Première ministre pour pouvoir avoir ces zones interdites. Et enfin, comme je l'ai dit, il y a toute cette mobilisation diplomatique auprès des États qui achètent, des pays en fait, dont lesquels ces entreprises achètent, pour pouvoir pointer, que ce soit dans le cadre des directives de l'OCDE, que ce soit dans le cadre de la Conférence internationale des Grands Lacs. Et donc ce sont tous ces aspects de traçabilité que nous allons imposer pour que chacun puisse répondre de la source d'approvisionnement et s'assurer que ce ne soit pas des minerais issus de zones de conflit
ou minerai de sang, comme on vient de le dire. Monsieur le ministre de la Communication, après que la RDC ait résolu le problème de guerre, serons-nous prêts, après que nous ayons résolu le problème de la guerre à l'Est, serons-nous prêts à collaborer économiquement avec tous les pays agresseurs, notamment dans ces secteurs liés aux minerais? Écoutez, ce qu'il faut savoir à ces sujets, comme le président de la République le dit et redit, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. C'est le régime rwandais et son président qui s'est lancé dans cette aventure dangereuse de pillage, pas seulement, des tueries, des massacres, y compris sur les femmes et les enfants. J'aurai l'occasion de vous donner quelques chiffres qui m'ont été transmis aujourd'hui par le ministère de la Santé avant que nous commencions cet exercice. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que les présidents rwandais et son régime seront passagers. De toute évidence, les pays sont appelés à exister pendant des années. Et vous comprenez peut-être que lorsque nous étions tous à l'école, en tout cas, à un moment donné, on nous a parlé de la guerre de 100 ans en Europe. Malgré qu'il y a eu la guerre pendant 100 ans, après, il y a eu des processus qui ont conduit plus tard à la création de l'Union européenne. La guerre que nous connaissons, c'est une guerre qui dure 30 ans et qui peut encore durer des années. Parce que lorsque vous avez les présidents rwandais principalement, avec ces intentions non seulement expansionnistes, mais ces intentions de maintenir ses mains sales, ensanglantées sur notre pays, ce sera évidemment difficile de donner un horizon aux enfants rwandais, de collaborer avec les enfants congolais. C'est évident que ce qui se passe aujourd'hui, tous nos morts, nous n'allons jamais les oublier. Et d'ailleurs, à ces propos, nous étions avec le président de la République à Munich, nous avons eu une réunion avec le juge de la Cour pénale internationale pour justement discuter dans la suite de ce que nous avions fait à Genève, de la mise en place d'une procédure judiciaire qui va aller, là, pour ce qui a été dit à Genève, on commence de janvier 2022, un peu comme la CPI, mais nous devons aller plus loin. Parce que si on n'apporte pas des justices, on ne sera pas sûr que ceci va continuer. Et donc, nous pensons que nous aurons la possibilité de continuer la collaboration ou les relations avec les pays limitrophes, mais avant que nous n'y arrivons, on termine la guerre, on passe par la justice, pour que ceux qui sont coupables de ces viols, de ces massacres commis pendant autant d'années et en série, puissent en répondre. Et pour le reste, de toute évidence, c'est la finalité d'ailleurs du processus de Luanda. La fin du processus de Luanda prévoit les retours des relations entre les deux pays. Mais pour autant qu'on termine les processus. Et donc ici, nous avons d'abord un président rwandais qui veut faire la guerre à tous les Congolais. Et les Congolais vont donner la réponse. Et nous donnons la réponse qu'il faut donner. Ce n'est qu'après tout ceci, après la justice, évidemment, qu'on pourra entrevoir les questions dont vous parlez. On va prendre les questions de M. Serge Tseka. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux questions et deux autres préoccupations. Excellence, Monsieur le ministre, vous venez de parler de ce pays. Il s'est passé ce que nous savons à Goma. Exactement, si nous pouvons savoir où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes, si elles ont déjà commencé, ou à une procédure quelconque pour charger les responsables de ces charniers. À Davos, on a parlé des dépenses, que la délégation congolaise aurait dépensé beaucoup plus d'argent. Je voulais avoir votre commentaire à ce sujet. Deux rumeurs. On nous parle du retrait des Glencore par rapport à la situation actuelle du pays. Et on parlerait, je l'ai dit au conditionnel, d'une chasse à l'homme contre le Swahiliphone, le peuple de l'Est. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? D'abord, je commence par le dernier point. Vous avez parlé des rumeurs. C'est extrêmement dangereux. Nous venons chercher l'information auprès de vous. Je continue. Pourquoi nous vous disons et nous répétons qu'il faut faire attention au poison rwandais? Ici, je précise que le poison, c'est les mensonges.
Vous avez vu vous-même le président rwandais devant CNN. On lui pose la question, avez-vous des troupes dans l'est de la RDC? Il a répondu non. Et le monde entier a compris que c'était les premiers menteurs. Parce que c'est l'empire du mensonge. Première chose. Deuxième chose, quand vous suivez le faux narratif de dire en RDC on fait la chasse aux Tutsis, nous devons faire la chasse aux FDLR. Dites-moi, les FDLR, ils sont à Goma? Ils sont à Bukavu? Les vraies motivations de la guerre sont celles que mon collègue a expliquées. Ici, en République démocratique du Congo, je les disais tout à l'heure, et comme je l'ai dit chaque jour, nous sommes 26 égale 1. Pourquoi depuis toutes ces années-là, nous vivons, il y a évidemment des conflits communautaires qui sont gérés, pourquoi on ferait la chasse aux swahiliphones aujourd'hui? Donc moi aussi on doit me chasser. Parce que je le suis en partie. Alors ça, c'est du poison rwandais. J'ai entendu, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, une voice note qu'on attribuerait à la maman du président. Mais toutes ces choses-là, ne comprenez-vous pas que nous sommes dans une guerre et que dans cette guerre, ce n'est pas pour rien que nous disons que vous tous, vous êtes des soldats ou des officiers dans cette guerre, parce que c'est aussi par là que le poison de la division passe. Parmi vous ici, mais nous avons des Baswahili. Ont-ils été chassés? Comment vous faites pour reconnaître un Mouswahili? Et si vous regardez bien, dans la plupart, parce que j'ai reçu une vidéo à propos, vous avez une voix qui dit, qui cite, « Ah, tel Aza, tel, Rwandais. » Mais faites attention, parce que la tactique, c'est laquelle? C'est de faire une infiltration. La personne qui filme peut prendre une vidéo fausse. Et quand il prend ça, eux, ils peuvent s'en servir pour dire, voilà, regardez là-bas, il y a les discours de la haine. Et ça, c'est des choses qui sont totalement fausses. Ceci ne veut pas dire que demain, on peut avoir on a un conflit à l'entrée de Kinshasa. On a le conflit qui a été résolu en province orientale. Entre les communautés, il peut toujours y avoir des tensions, mais il ne faut pas les raviver. Pourquoi aujourd'hui tous les Congolais se sentent blessés? Mais c'est parce que nous tous, nous sommes en solidarité avec nos frères qui sont à Goma et qui sont dans toutes les zones sous occupation. Et donc il faut faire attention, parce que lorsqu'on veut nous conduire, et j'ai vu d'ailleurs un brûlot dans ces sens, des gens qui tiennent à tout prix à raviver ces démons de la division. Alors nous les Congolais, on va se diviser au profit du Rwandais qui nous pille et qui nous tue, suivant la démonstration qui a été faite ici. Donc il y a de la place pour les discernements. Tous ceux qui sont morts à Goma, plus de 3000, et d'ailleurs, je vous donnerai les chiffres, il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc, les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise, les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts,
Vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes, des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps des déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division. Et chaque fois que vous êtes témoin d'un cas de stigmatisation pour des raisons, des faciès ou pour des raisons n'importe laquelle, prévenez-nous, prévenez la police. Tous ceux qui les font les jeux de l'ennemi et on va les arrêter. Alors, vous avez soulevé une autre question qui était aussi, qui relevait de la rumeur. Je n'étais pas à Davos, mon collègue y était dans la délégation. Peut-être qu'il peut dire un mot parce que lorsque nous vous disons qu'il y a un poison rwandais qui est relayé malheureusement par beaucoup de Congolais dans les stricts objectifs de discréditer le pays en cet état où nous devons être unis, il faut faire attention. Collègue, peut-être que vous pouvez faire un commentaire quand vous y étiez. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une rumeur qui a circulé et qui a été alimentée, comme vous venez de le dire, par ce poison. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur des applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, et vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc je ne vois pas... Oui, mais je dirais... 114 francs suisses. Ça, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais aller sur les vraies preuves qui sont celles qui sont affichées. Et enfin, les ordres de mission, une fois qu'ils sont signés, les états de somme sont faits et cela est régi par les règlements au niveau du gouvernement. Et donc, les chiffres et les différentes rubriques sont bien connus. Et le Trésor sort cela pour l'ensemble des représentations qui sont, en tout cas des ministères, qui sont présents sur une mission. Donc, je dirais, il faut éviter de s'alarmer et de continuer. Parce qu'en fait, comme disait le collègue, celui qui relaie cette information, d'abord sans avoir vérifié, je viens de vous donner 3 raisons au minimum pour dire que ce n'est pas bon, puisqu'on on a fait ça, mais également sur l'aspect de Glencore qui se retire de la République démocratique du Congo. Glencore est présent en République démocratique du Congo avec 2 sociétés, une qui s'appelle Mumi, Mutanda Mining, et une qui s'appelle KCC. Et d'ailleurs, le groupe Glencore vient d'envoyer un démenti formel en disant qu'ils n'ont aucune intention de quitter la République démocratique du Congo. Et les efforts que nous faisons au niveau du gouvernement, ce sont des efforts de pouvoir assurer et la promotion des investissements étrangers dans notre secteur minier et des travaux qui sont faits dans le cadre du climat des affaires. Et tout ça, ce sont des choses qui contribuent à installer pour la longueur et pour la durée ces entreprises. Et nous sommes d'ailleurs en train de poursuivre l'installation d'entreprises, je dirais, étrangères
dans le cadre de notre diversification de nos partenariats, dans différentes provinces, sur différents minerais. Et ces entreprises, aujourd'hui, arrivent en République démocratique du Congo parce que la transition énergétique se fera avec tous ces minerais critiques. Et ces minerais critiques sont en République démocratique du Congo. Et donc, les acheteurs finaux et ces États, dans le cadre de leur politique en approvisionnement en minerais critiques responsables et durables, n'ont plus aujourd'hui besoin de passer par un tiers, par un proxy, pour pouvoir s'alimenter, parce que nous leur ouvrons les portes et nous leur mettons en place tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent venir investir durablement en République démocratique du Congo et s'assurer de cet approvisionnement responsable. Un petit commentaire sur ce que vous disiez tout sur la Suisse, où le Parlement suisse s'est réuni pour dire de couper avec un gouvernement, mais c'est du mensonge cousu des tissus blancs sur fil noir. Ça veut dire, donc, le Parlement, si le Parlement s'est réunissé, mais il y a une ambassade, il y a des mécanismes diplomatiques. Ici, c'est dire d'ailleurs, parce que nous, on n'a pas des mots pour répondre à des rumeurs, de manière générale, c'est pour ça que nous comptons sur vous, justement, sur votre discernement comme journaliste. Lorsqu'une information vous arrive, regardez d'abord la source. Regardez les propagateurs, ce qu'ils disent. Nous avons fait un effort qui n'a jamais été fait dans ce pays en termes de redevabilité. Nous venons toujours vous dire ce qui avance, ce qui n'avance pas. Et aujourd'hui, si vous regardez les tableaux généraux, vous avez suivi toutes les réformes qui sont en cours d'implémentation au ministère de Mines, mais la raison de la guerre, parce que vous avez vu les chiffres. Le Rwanda qui exporte 800 kilos d'or jour, alors qu'il ne régorge pas d'or dans son sous-sol. Ils ont construit une raffinerie comptant sur l'or volé en République démocratique du Congo et pillé. Et comment voulez-vous que le président de la République ne s'élève pas pour dire non à cela? Comment voulez-vous que les Congolais ne s'élèvent pas tous pour dire non à cela? Et surtout qu'en prime, on tue nos compatriotes. Donc il y a un besoin pour nous tous de prendre conscience et de la nécessité pour nous de travailler pour que ceci s'arrête. Alors, sur l'autre dimension de votre question, évidemment, il y a eu la réunion de Genève, il y a les processus, les procédures au niveau du Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Je crois que les moments venus, les dispositifs se mettront en place. Mais ce que je sais, c'est que j'ai participé à la réunion entre le président de la République et les procureurs de la Cour pénale internationale. Il y a une détermination claire à poursuivre, parce que ce sont les Rwandais qui nous agressent, même s'ils n'ont pas ratifié, je pense, les statuts de Rome, mais il y a des Congolais qui sont complices. Le temps de la justice va arriver. Et on a vu les types de crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, attaques casque bleu, attaques en des déplacés, attaques de civils. Il y en a beaucoup, la liste des crimes. Il y aura beaucoup de clients pour la CPI au terme de tout ceci. Et ceci va arriver parce que c'est une justice qui se mettra en place à la fois au niveau interne, à la fois au niveau international. Quels que soient les cas de figure, on ne peut pas imaginer que plus de 5000 compatriotes soient morts dans des conditions effroyables. On ne peut pas imaginer que des compatriotes sont assassinés parce qu'ils font des chansons. On ne peut pas imaginer que des enfants soient attaqués. Vous avez vu des scènes de torture. Tout ceci ne restera jamais impuni. Et aucun Congolais ne devrait les tolérer. On va prendre les questions de M. Eric Izami et puis on prendra quelques-unes en série pour terminer le briefing de ce soir. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Je vous ai très bien suivi. Vous avez dit et répété, insisté qu'il faut que le mine de la République démocratique du Congo profite aux Congolais. Mais je suis en train de remarquer et faire remarquer que de toutes les mines que nous avons, parce qu'on ne peut pas parler de minerais ou de mines sans évoquer la République démocratique du Congo, aucun Congolais n'est propriétaire d'une mine. Pourquoi cela? Au niveau de Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud, vous êtes revenu plusieurs fois sur le mot diversification. Diversification par rapport aux partenaires, diversification par rapport aux différents types de minerais à exploiter, parce que nous sommes plutôt bien connus par rapport au cuivre, par exemple,
Et puis vous avez aussi évoqué la diversification au niveau des zones d'exploitation. Pourquoi l'aviez-vous fait? Et jusque-là déjà, ça sera pour quel impact? Et puis je voudrais terminer pour cette question. Aujourd'hui, on parle de cette transition et on évoque un minerai particulier, il s'agit du lithium. Et quand on évoque le lithium, on voit le territoire de Manono, nous sommes de la province de Tanganyika. Et j'y ai été plusieurs fois, Manono. Alors ma question c'est, quelle est la politique du gouvernement pour pouvoir créer le capital humain capable de pouvoir gérer ces minerais particuliers? Parce que c'est sur base de ces minerais que l'on va fabriquer des batteries pour nos téléphones, pour nos ordinateurs, pour nos véhicules et même pour les avions, j'imagine. Ce sont là mes préoccupations. Et je voudrais dire aussi un mot. L'année dernière, ça c'est une félicitation quand même pour le gouvernement, on a vu la joint venture entre la Gécamine et Ivanhoe qui a créé Kiko à Kipushi pour la production du zinc. C'est pas rien, bravo. Mais quel est le plan, par exemple, pour la relance de l'Amiba? C'est toujours dans votre secteur. Mais le collègue va répondre parce qu'il a des réponses. Mais nous sommes spécifiquement aujourd'hui dans le cadre de la démonstration du processus de pillage de nos minerais mis en place par le Rwanda. Et aujourd'hui, le ministre s'attelle à démontrer comment nous démontons cela. L'idéal serait qu'on reste, en tout cas pour les prochaines questions, dans le cadre que nous avons prévu. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Voilà. Donc j'irai rapidement, alors, pour ne pas déborder par rapport aux autres questions qui seront sur le sujet. Pourquoi il n'y a pas de propriétaires congolais de mines? Les mines, l'industrie minière est une industrie très capitalistique. C'est une industrie qui demande beaucoup de fonds. Au jour d'aujourd'hui, cela se fait par des sociétés étrangères. Mais il y a déjà des Congolais qui sont propriétaires de titres miniers. Ces mêmes Congolais qui sont associés au sein de coopératives qui déjà bénéficient des ressources qui sont générées par ce secteur minier. Par contre, nous avons, et nous poussons, vous avez parlé de la diversification, le premier point de notre diversification, c'est la diversification de nos partenaires. Et dans ces partenaires, il y a également Sud-Sud, mais également Congo. Et nous mettons tout en place, et nous avons déjà identifié 3 Congolais qui ont besoin et qui ont déjà certifié les ressources minières, et nous allons les accompagner pour que leurs projets puissent éclore de manière à avoir justement ces Congolais présents dans, on va dire, dans la grosse industrie minière. Alors, je prendrai, dans le cadre des efforts, juste pour illustrer, un cas bien précis. Donc, la diversification pour nous, c'est diversification de nos partenaires dans l'exploitation minière, diversification des minerais, vous avez cité le zinc qui vient d'être mis en place avec Kiko, diversification de nos provinces minières pour pouvoir équilibrer justement le développement et les ressources dans les différentes provinces, diversification des produits finis ou semi-finis, donc tout ce qui est transformation locale, et également la diversification où on va utiliser les fonds générés par les mines pour pouvoir assurer la vraie diversification de notre économie au travers de l'agriculture, comme le veut le chef de l'État, mais également d'autres secteurs, que ce soit l'industrie, le tourisme et les services. Mais je vous dis ici, par exemple, nous sommes déjà avec une entreprise qui coche ces 5, une entreprise nouvelle qui vient s'installer en République démocratique du Congo, qui coche ces 5 piliers ou ces 5 axes de diversification. C'est une entreprise japonaise qui vient dans le Congo central pour travailler sur du manganèse avec des produits qui seront transformés localement et qui vont créer sur la rivière au niveau de Luozi toute une activité, on va dire, de passagers, mais également piscicole. Donc vous avez là un exemple concret de ce qui est fait, où la République, sous l'impulsion du chef de l'État et sous sa vision, de pouvoir justement attirer des nouveaux partenaires dans notre pays pour répondre à ça. Et c'est ça notre politique. Pour le lithium de Manono, nous sommes dans un processus
de développement de ce gisement de lithium au niveau de Manono. Et rien que pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, entre Manono et Lubumbashi, on mettait 3 semaines, 2 à 3 semaines en fonction sur la route, pour aller de Manono à Lubumbashi. Aujourd'hui, avec les développements qui se font au niveau de Manono, maintenant, la distance et le temps pour faire ce trajet n'est plus que de 2 jours. Donc voilà un exemple où ce minerai contribue au développement et à la création d'infrastructures routières. Mais cela ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a encore des prochaines étapes sur lesquelles nous travaillons et que rapidement, en tout cas dans un délai assez court, nous allons présenter cela à l'ensemble de nos populations pour montrer que le gouvernement est actif et que les promesses faites par le chef de l'État ne sont pas des promesses vaines, mais justement des promesses qui puissent trouver des réponses, que ce soit en termes de création d'emplois, mais également en termes d'amélioration des services de base. Voilà, MIBA. Alors pour la MIBA, je dirais que ce serait assez long, mais on a déjà mis pratiquement 50 millions de dollars pour remettre en place on va dire l'activité, un temps soit peu, sur la MIBA, et cela se poursuit, mais je pense que nous serons dans un autre débat pour pouvoir y aller plus longuement sur ce sujet. Mais récemment, en tout cas, nous avons déjà injecté 50 millions de dollars pour une reprise des activités au niveau de la MIBA. Voilà, on va prendre la dernière série de questions avec M. John Kanyunyu, Patrick Angakutu, Clément Mwamba, et on terminera avec Mme Nathalie Facha en Lingala. Merci, Monsieur le ministre, pour... on prend les questions en série, s'il vous plaît. Merci. On enregistre les questions, on y répondra en une vague, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Mouyaya, comme vous nous avez demandé de ne parler que des sujets que vous avez évoqués, mais excusez-moi de parler de ce même sujet, mais autrement, sur Bunia. Monsieur le ministre, suite à plusieurs menaces relayées par le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, sur ce compte X, menaçant la prise de Bunia par l'armée ougandaise. Et aujourd'hui, on a vu des convois de l'armée ougandaise faire leur entrée dans la cité de Bunia. Et cela effraie un peu la population après toutes ces menaces-là. Est-ce dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF? Si oui, les ADF sont-ils traqués avec des chars ou par des chars? Parce qu'on sait qu'ils opèrent en petits groupes de 5 ou 10 et dans des milliers reculés. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, il y a aussi le même général, le même officier général, le chef de l'armée ougandaise, qui avait dit sur ce compte X que l'armée ougandaise ira protéger les ougandophones. Je suis du terroir, je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que Kinshasa prend ça au sérieux? Merci de revenir sur la première question pour apaiser la population de Bunia qui est un peu effrayée en ce moment. Merci. Bon. Écoutez, de toute évidence, la République ne se gère pas sur les réseaux sociaux, encore moins les relations diplomatiques. Nous avons des relations diplomatiques avec l'Ouganda. Nous avons un travail que nous faisons ensemble dans les cadres de l'opération Shuja, dans des zones qui sont bien circonscrites. Et vous avez suivi le porte-parole de l'armée dans la région qui a communiqué, et cela a été diffusé à la télévision nationale. Il faut éviter de plonger dans la psychose. De toute évidence, nous avons des rapports diplomatiques avec l'Ouganda. Chaque fois que de besoin, autant de fois que cela est nécessaire, ma collègue des Affaires étrangères, rassurez-vous, pose des questions. Et donc, vous devez être sûr qu'il n'y a rien de tout ce qui s'est dit qui n'est négligé. Mais on ne peut pas, nous, considérer que toutes les questions de rapport entre États devraient se traiter là-bas. De toute évidence, s'il y a
des situations qui se passent, nous viendrons répondre. Nous avions dans la région, il y a quelques jours, les ministres Luatum, qui est en partie originaire de là-bas. Nous avions aussi le ministre Sami Adoubango, qui a une grande notabilité là-bas. Ils sont revenus, je pense, à Kinshasa hier. Pourquoi? Parce que, évidemment, que nous suivons. Ne pensez pas que le focus, c'est simplement la situation qui est préoccupante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous suivons la situation dans toutes les provinces. Et malheureusement, en Ituri, nous y étions il y a quelques mois avec la Première ministre, il y a toujours ces conflits communautaires qui persistent et ces attaques, notamment les attaques récentes. C'est pourquoi le vice-ministre de la Défense était rendu sur place. Et moi qui vous parle, nous communiquons de manière régulière. Ici, c'est aussi de dire toute notre solidarité, toute la solidarité du gouvernement au peuple de l'Ituri, dans sa grande diversité. Nous sommes très attentifs. Nous sommes à un moment particulier de notre histoire où nous avons une guerre, mais nous avons aussi ceux qui pensent, qui doivent s'aimer la psychose, notamment à travers l'usage des réseaux sociaux. Il y a eu un débat autour de cette question des réseaux sociaux, de quel est l'usage que nous en faisons. Et donc, les professionnels de médias, je pense qu'il est de votre responsabilité, parce que vous avez accès aux sources, de briser la peur. Chaque fois qu'il y a des situations, chaque fois qu'il y a des messages, ne vous y fiez pas, prenez le soin de vérifier. Et nous, comme gouvernement, nous prenons des actions, même si certaines n'apparaissent pas toujours sur la place publique. Et rassurez-vous que sur les sujets des l'Ituri, c'est un sujet qui figure en très très bonne place d'ailleurs dans les travaux qui s'est fait au quotidien et à tous les niveaux du gouvernement. Voilà. On va reprendre les questions de nos deux autres collègues et on va terminer. Excellence Mouya, il y a deux petites questions d'actualité par rapport à la situation sécuritaire. D'abord, nous avons suivi sur France 24 l'interview de Maxime Prévost, qui est le ministre des Affaires étrangères belge, qui a déclaré à haute voix que c'est la France qui bloque les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. On aimerait bien avoir la réaction du gouvernement, mais aussi, on a suivi une fois de plus le président de la République du Congo, Sassou, qui ouvertement s'opposait aux sanctions que nous souhaitons, que nous sollicitons contre le Rwanda, à travers le monde bien sûr, et souhaite en même temps assumer la médiation entre nous et le Rwanda. Voilà. Merci. Les questions de Clément Mamba. Ok. Au porte-parole du gouvernement, pouvez-vous confirmer si réellement l'armée burundaise quitte déjà les territoires congolais? Autre préoccupation, quelle est la situation actuelle à Kamanyola dans la province du Sud Kivu? Merci. Merci. Alors, sur évidemment l'armée burundaise, où la situation à Kamanyola, nous suivons la situation heure par heure dans ce qui se passe dans le Sud Kivu. Vous avez suivi tout à l'heure qu'on a parlé de ces enfants qui ont été assassinés. Et donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets avec le porte-parole de l'armée qui pourra donner des informations plus détaillées sur le sujet. Au sujet de l'armée burundaise, évidemment, avec le porte-parole de l'armée, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces questions parce qu'il faut s'assurer qu'au niveau du gouvernement congolais, dans les relations qui existent entre les deux pays, que les questions ont été abordées. Donc, je me réserverai de donner une quelconque réponse en attendant justement d'avoir toutes les confirmations qui doivent venir de ceux qui sont au premier plan de la gestion de la question. Alors, sur la question de Patrick, bon, le président Sassou s'est exprimé. Il ne m'appartient pas de commenter les positions d'un chef d'État par rapport à sa vision sur la résolution de la crise. Mais il y a une chose que nous voulons, c'est que nous voulons que la guerre s'arrête chez nous, à tout prix. Et si parmi les leviers qui peuvent être utilisés pour que la guerre se termine pour nous, ça passe par des sanctions, alors nous y passerons. Ce n'est pas l'opinion des uns et des autres sur ces sujets-là qui va changer ce qui relève de la logique internationale. Ici, il y a un pays qui a agressé un autre en plein jour, qui a déployé plus de 5000
militaire et plusieurs encore de son commandement, et ceux qui sont les tenants du droit international doivent s'exprimer et tirer les conséquences. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a comme un sentiment de colère dans les chefs de certains compatriotes, des colères qui a été mal exprimée parce qu'on s'en est pris aux infrastructures diplomatiques. Nous avons condamné cela. Nous avons condamné cela parce que, quelle que soit la raison que nous avons, nous ne pouvons pas aller nous en prendre, nous exprimer dans la violence, dans les pays avec qui nous sommes en partenariat dans le cadre de plusieurs autres projets. Donc, cela doit être bien compris. Ensuite, nous, on ne va pas plonger dans un débat européen. Ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est que le principe qui sont mondialement défendus, les respects des droits de l'homme, les respects de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC ont été violés. Et il y a des conséquences qui doivent être tirées auprès des structures internationales qui sont aussi partenaires du Rwanda. Et donc, la France, suivant ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères belge, aura l'occasion, en tout cas le 24 février, il y a une réunion de la Commission européenne qui va décider des sanctions. On espère qu'à cette occasion, la France pourra ne pas être l'élément qui freine. Pour parler de ce qu'a dit les ministres des Affaires étrangères. Par contre, au-delà du débat européen, vous avez tous vu samedi, le président Macron s'exprimer clairement sur la situation en RDC. Il a lui aussi réitéré un appel à un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Et donc, il est aujourd'hui important que la France prenne en considération le fait que son appel n'a pas été entendu. Et donc, parce qu'ils sont ceux avec qui nous travaillons, je pense que dans les 2 jours ici, il y aura ma collègue des Affaires étrangères sera à nouveau à New York. Vous savez que la France est la porteuse de la plume là-bas, même si à New York, ce sont les pays africains qui bloquent l'adoption d'une résolution qui condamne le Rwanda clairement. Le président de la République a eu l'occasion de la mentionner. Mais sur ces fronts-là aussi, la France est active. Et donc nous voulons que la France ait une position cohérente à tout point de vue. Il faut des sanctions, il faut qu'elles arrivent. Et surtout que les appels publics de leur président n'ont pas eu d'écho, c'est une raison de plus. Donc pour nous, ici, nous pensons qu'il faut attendre au 24 février, voir le vote qui s'est fait généralement, je pense, par consensus ou à l'unanimité, de ce que cela va donner. Nous n'allons pas à la gestion diplomatique des rapports qu'a la France avec d'autres pays, mais nous voulons la France, conformément aux principes qu'elle défend, puisse agir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je voudrais ici insister sur le fait que, au-delà de tout ce que nous disons, si nous avons des sentiments de colère ou de frustration, il faut savoir comment les canaliser. Parce que si nous ne canalisons pas nos sentiments de frustration, ça peut volontairement ou involontairement contribuer à la stratégie de l'ennemi. Même si la France, sur ces points, n'a pas encore montré qu'elle était prête à aller jusqu'au bout, nous espérons qu'ils vont y arriver au regard des derniers événements, mais sur d'autres fronts, la France travaille notamment au Conseil de sécurité pour faire passer un certain nombre de résolutions, mais la France est aussi impliquée dans les suivis de la crise. Au moins le président Macron s'est exprimé publiquement sans embâche sur ses intentions. Il y a beaucoup qui ne se sont pas exprimés comme lui de cette manière-là. Voilà. Madame Nathalie, pour terminer. Merci. Motuna nanga ministre Amine. Oti koloba a été makele topé ba mine ya ba minerai ya République démocratique du Congo ezali bongo koyibama na ba Rwanda. Kasi motuna ezali koyeba ete nini obotie na misala to botie liboso pote bamboka oyo ya ba molongo ba yeba ete makele wana euti na ekolo Congo démocratique pe matekamate. Merci.
Voilà, donc, na niveau na bilo tochaki, to expliquer en na briefing, eza ba action que tozo mené, to salipe ba zone rouge pour la ba minerai ya territoire ya Masisi na Calais, mais aussi tozo continuer na cadre ya CIRGL, ko ça la mobilisation et ko tinda ba suspension et ko ça les mapper pour na mboka bazo sala musala ngo ya koyiba ba minerai na biso na Rwanda. Donc yangonde tozo tia en place ba action en apona et ça les malisusu te et pona batwana bazalaka na ba mitala na litalatala et ba yebaka ke non ngai nazo sala jeu ya ba Rwandais, jeu ya mutuazo bomba ba Congolais, jeu ya mutuazo violer ba basi, jeu ya mutuazo kendepe azo sala ba déplacer oyo nyonso ezokoma na namboka na biso. Donc yangonde nakoloba na biloko tozo sala na cadre wana. Eloko ya motu yao na koki kobakisa. Lelo tobengisaki ministre Amine pona nini? Parce que bitumba oyo bazo sala biso eza bitumba pona koyiba nkita oyo ya biso. Lelo tosali démonstration ya circuit boni Rwanda. Baza na pauli na se ya mabele na bango te. Ndenge nini bango bakoma kobima, hein, producteur nango na Afrique, basale lango même raffinerie. Na lopoto usine à transformation à Orwana, basale lango, elo kwa moibi. Lelo, ministre alakisi ba chiffre awa. Ba komi na ba milliards. Na 2026, ba koma na ba 2 milliards. Et lakisi, c'est presque ou plus de 50% ya budget na bango. Oyo bazozwa na moibi ya kitao ya biso. Yangonde bazo sala biso bitumba. Mbongo wana baza koiba. Ezambongo ya biso nyonso 100 millions de Congolais. Parce que na mayele oyo président de la République achana mesa. Na musala oyo ndeko Kizito azosala. Na ndenge mama Sumino alandelaka ngo mikolo nyonso. Elakisi ke biso tozo boucher. Ba circuit nyonso oyo mbongo ifo ezongela ba Congolais bimaka. Yango ayebisi bino abiso tosala DRC Gold Trading. Tosala oyo ya biso compagnie zalaka na kombo primaire ayobi na 2022 je crois ou 2021 to produisaka kaka 49 kilos ya or 49. Lelo na ba effort ya président de la République to leka 5 tonnes to koma na ba 5000 kilos. Donc multiplié fois 1000. Siko yo calculer kilo ya or ezalaka boni lelo $80,000 la tonne. $80,000 le kilo. 1 kilo, $80,000. Siko bango na Rwanda, na moibi obayibaka, na basiki obacha na Congo, bazalaka na 800 kilos par jour. 800 kilos par jour. Siko sala 800 fois 80,000. Et puis sur combien? 640 millions ou 64 millions. Bossa la calcul. 64 millions par jour. Au bazoïba. Wan etali kaka or. Siko so koti na o etali ba coltan, ba wolframite, na ba ressources o mususu, collègue atangiao, ba cassiterite. Yango bazo sala biso bitumba. Donc bozo iba biso, bozo boma biso et na kati wana ezape na ba congolais o ba koti pe kopango. Mais to yebi ndenge kusuila parce que zambala liboso te. Yango na bitumba o biso nyonso ifoto telema. Eza bitumba ya président Félix Antoine Tshisekedi te. Eza bitumba ya biso nyonso ba congolais. Po misolo ana soki ekoti lelo tokoma na gratuité. Lelo intention président za gratuité mata ti na ba 8e, 7e na 8e. O to bando benga seo. Lelo makanisi ezali santé koma ya ofele. To bongisa 145 territoires. To bongisa tozana besoin makoki. Siko biso to ngito zo makoki oyo nzamba pesa biso. Bakomi ko sala biso guerre. Est-ce que salaka? Yango biso nyonso photo lamuka. Biso nyonso photo telema. Biso nyonso il faut tozala na sima mapinga, na sima président de la République na bitumba oyo. Ata bandeko mususu ba Congolais batengami kuna. Est-ce que bango bakozala mesure
ya kopesa ba Rwandais loko balingi? Est-ce que ba Congolais ba kondima bazwa kito ya bango ba pesa batu msusu? Yango nazo beta sete biso nyonso tozala vigilant toboya je ya monguna parce que basi pe basali ba infiltration bango nde bazo lekisa ba message bazo attaquer ba Swahili bazo beta ba Banyamulenge makambo wana nyonso ya lokuta omoni o dénoncer parce que biso réponse ya motuya o il faut topesa na mokili na bitumba oyo eza réponse ya unité cohésion nationale yango nde photos ala nango yango nde kopesa biso possibilité ya kosilisa bitumba oyo une fois pour toutes parce que tali ba Congolais nyonso zala muswahili mukongo muluba to mungala etali biso nyonso na betisete makasi na eloko wana pe na kosepela bino pe soki bozongi na bandako oboyoki ministre Amine apesi ba chiffre na ba schéma bobeta pe lisolo po bana na bino pe fo ba bandako yeba makambo ndenge zoleka po bango pe ba telema po mboka na biso et profiter na kitanango pe tout si ça va problème à ma Congolais. Voilà, monsieur le ministre, on a terminé cet exercice. Avez-vous un mot pour clôturer? Voilà, ce que je voudrais dire que l'ensemble des actions qui visent en fait à frapper nos adversaires, que ce soit sur le plan économique, sur le plan combiné avec les efforts qui sont faits au niveau diplomatique, au niveau militaire, au niveau politique, l'ensemble de ces mesures feront en sorte que nous pourrons produire des effets. Et cela, ces résultats seront concrets et ce sont des résultats qui tendront à inverser la situation. Alors, derrière le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous continuerons à mettre en place ces mesures parce que nous n'allons pas lâcher ce combat et nous allons le poursuivre sans relâche, de telle sorte à couper l'herbe sous les pieds des pilleurs de nos ressources naturelles, je dirais, même si cela va aux dépens de leurs économies, parce que cela doit bénéficier au peuple congolais en premier et cela doit bénéficier au développement de notre pays. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous ne manquerons pas de recourir à votre expertise sur cette question qui est un point central de la guerre que nous connaissons. Mesdames et Messieurs de la presse, c'est sur cette note qu'on va terminer. Ce soir, l'objectif était de faire cet aperçu général sur la situation, en tout cas sur le front économique, avec la démonstration du pillage systématique de nos ressources mises en place par le Rwanda depuis des années et que nous devons tous arrêter. On ne saurait terminer ces briefings sans redire notre solidarité à nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de toutes les régions qui sont occupées, à nos populations des Litouris qui connaissent des cycles de violence. Il faut savoir que le gouvernement et tous les Congolais sont rangés derrière tous les autres Congolais. C'est dans des moments de preuve que nous devons montrer que nous sommes solidaires, que nous devons montrer que nous tous nous tenons à ce que nous avons des plus précieux, notre pays. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre tribu, quelles que soient vos convictions, mais ce qui nous unit ensemble, c'est les pays. Et lorsque les pays est agressé, nous tous, on s'est mis ensemble pour nous assurer que nous avons protégé. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous battre. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous. Merci.